Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Montagne Rouge par Olivier Truc. Il s'agit du troisième livre qui suit les aventures de la police des rennes. Les deux premiers tomes se passaient en Norvège, celui-ci a pour décor la Suède. Clémette et Nina, le duo de policiers, ont cette fois-ci pour tâche de retrouver un crâne. En effet, lors de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la forêt suédoise où travaillent des éleveurs de rennes, des ossements ont été mis au jour. Ceux-ci forment un squelette complet, ou presque. Il manque la tête. Le lieu de la découverte est la Montagne Rouge qui donne son nom au livre. Couverte de forêt et proche d'un lac, cette montagne s'irise de pourpre lorsque le soleil se couche. Les éleveurs de rennes appartiennent à l'ethnie Sami, appelée Lapon en France, et ils sont régulièrement en conflit avec les forestiers, car les zones d'abattage chevauchent parfois les zones d'élevage. D'ailleurs, de nombreux procès les opposent et l'un de ceux-ci arrive à un point critique. Pour que les éleveurs puissent obtenir gain de cause, il va leur falloir prouver que les Samis vivaient depuis plusieurs siècles sur les terres qu'ils utilisent actuellement et que les forestiers convoitent. Trouver la tête du squelette découvert pourrait apporter cette preuve, mais de nombreuses embûches parsèment la quête de la vérité des deux policiers ainsi que des éleveurs. Quel rôle jouent 4 pimpantes octogénaires qui animent la vie en ville? Quel est leur lien avec cet acariâtre propriétaire d'une boutique d'antiquités? Pour quelles raisons 2 anthropologues s'opposent-ils lors du procès mené par les éleveurs Samis? Clémette arrivera-t-il à supporter ce qu'il découvrira sur la manière dont les Samis, son peuple, a été traité? Fera-t-il la paix avec son passé? Et comment évoluera sa relation avec Nina? Cet ouvrage est le 3e opus, et dernier, étant donné la fin, suivant les tribulations de la police des rennes. L'intrigue est encore une fois un prétexte pour mettre en lumière la culture Sami et les traces que certains événements de l'histoire ont laissées dans les pays nordiques. L'auteur en profite par le truchement des 2 principaux protagonistes pour nous éclairer sur les dessous de l'assimilation d'autochtones. Toutefois, Clémette et Nina ne sont pas que de simples faire-valoir pour le dépaysement des lecteurs. On suit avec plaisir et parfois angoisse l'évolution de leur relation, mais aussi celle de Nina avec son père qu'elle a retrouvé dans le détroit du Loup. On retrouve aussi avec plaisir Nils Santé, l'oncle de Clémette, et Shangunette, sa femme. Petrus Eriksson, le chef des éleveurs Samis, a sa part d'héroïsme. Dans Le Dernier Lapon, l'auteur nous livrait une scène finale forte où la nature toute puissante venait entraver les plans des différents personnages. Dans Le Détroit du Loup, la tension accumulée au fil du récit éclatait dans une scène humoristique qui se passait en même temps qu'un sauvetage en eau gelée. Dans ce dernier livre, le point d'orgue du récit est octroyé à ce chef éleveur. Petrus Eriksson se retrouve perdu en forêt et, tout en luttant pour sa survie, cherche les traces de ses ancêtres. Mais comment en trouver quand ces lointains ascendants étaient nomades et avaient pour principe de ne, justement, laisser aucune empreinte dans la nature? Sa quête serait-elle vouée à l'échec? Le style est toujours aussi facile à lire, mais l'intrigue avance doucement, de manière assez poussive. Le principal antagoniste n'a pas le charisme de ceux des 2 premiers livres. Il est évidemment rafraîchissant d'avoir des personnes âgées comme principal obstacle, volontaire ou non, à l'enquête. Mais on ne s'inquiète jamais vraiment pour Clémette et Nina, car ils ne se trouvent jamais en danger. Il est cependant à noter que l'évolution de leur relation est plus inattendue que ce que l'on pourrait croire. Après avoir lu les 3 livres, c'est moins eux qui restent en mémoire que ce que j'ai appris de la culture Sami. Voici un extrait situé au début du livre. Pour Nina, le fait d'être norvégienne ne présentait pas tant d'inconvénients. Les langues se ressemblaient, les coutumes également. Elle se trouvait même un peu plus près de chez elle, à moins d'1 millier de kilomètres de son fjord. La patrouille P9 avait démarré en douceur depuis son arrivée. Des visites à quelques éleveurs, des rennes renversées par des véhicules, des histoires de permis de chasse, juste ce qu'il fallait pour prendre le pouls de leur nouvelle zone. La voiture de patrouille entrait dans un mur de brume. Nina ralentit et redoubla d'attention. Clémette lui-même tentait de distinguer le cheminement du sentier voilé par la pesanteur du brouillard. Elle pila à nouveau dans un virage lorsque son faible faisceau de phare se figea sur une vision dantesque. Sous les trombes d'eau qui pilonnaient le pare-brise, des corps sans tête aux pattes coupées pendaient, accrochés par les genoux à des poteaux métalliques.